Mais qu'est-ce que c'est donc que cette histoire de balle au pied? Il semble bien qu'on y jouait déjà il y a 2000 ans ou même plus. Chez les Grecs, chez les Chinois ou chez des Esquimaux. On ne saura jamais où et quand cette histoire a vraiment commencé. Toujours est-il que partout en Europe, au Moyen-Âge, on s'affronte autour d'un ballon. Jeu de la meute populaire à Londres, jeu de la Soule en Bretagne, calcio storico-florentin, toutes ces compétitions se résument à de féroces affrontements de village à village, de quartier à quartier, où tout est permis. Au milieu du 19e siècle, chaque collège privé anglais a ses règles propres. Pour se lancer des défis et organiser des rencontres, il devient urgent d'unifier les règles. Deux écoles s'opposent. Ceux qui veulent privilégier le dribble au pied, la vitesse et l'adresse, et ceux qui tiennent à la passe à la main et au hacking, le charcutage, c'est-à-dire le droit de donner des coups de pied et de briser les tibias des adversaires. Nous avons tous grandi avec le hacking, c'est notre sport. Sans hacking, il n'y a plus de combativité, même un troupeau de Français avec une seule semaine d'entraînement sera capable de nous battre. De leur dissidence naîtra le rugby. Quant au football moderne, ces règles sont établies à Londres au cours de l'année 1863 dans un pub. Devenus chefs d'entreprise, les élèves des écoles aristocratiques font jouer leurs ouvriers. Très vite, le football devient le jeu le plus populaire de Grande-Bretagne. Partout, des clubs se forment, des compétitions s'organisent. Le premier joueur professionnel est un jeune maçon, il s'appelle Fergus Sutter. À partir de là, le football, porté par les marins et les hommes d'affaires britanniques, envahit le monde à une vitesse étonnante. L'Argentine et l'Uruguay sont touchés. La Russie est contaminée. Et même Rome n'échappe pas au virus. Mais pourquoi donc le football est-il devenu le jeu planétaire par excellence? Le sport qui, plus que tout autre, suscite chez les hommes du monde entier une passion considérable. Il y a beaucoup de théories, écoutez celle-ci. Voilà les grands chasseurs. Celui-ci s'appelle Platini, celui-là s'appelle Rocheteau, celui-là Fernandez. Ce sont les chasseurs, connus de tout l'Orient jusqu'au soleil couchant. Les bergers sont venus se plaindre. Un animal féroce dévore leur troupeau. Alors, loin des femmes, les chasseurs s'entraînent et préparent leur charme, leur poison et leur sortilège. Le soir, les chasseurs écoutent les anciens. Quelle stratégie choisir? Il faut savoir si la bête doit être attaquée de front ou de flanc. Il faut savoir si elle doit être attaquée avec la flèche ou la sagaie. Il faut savoir si on doit s'en approcher avec la ruse ou avec la détermination. Pour espérer venir à bout d'un tel animal, il faut des armes parfaites. Les meilleurs forgerons fabriquent les pointes d'acier qui lui perceront la gorge et les hampes qui vont droit au but. Pour commettre le meurtre, les chasseurs passent le vêtement rituel. Ils font les signes rituels. Ils récitent dans le secret de leur cœur les grands maléfices qui leur donneront la victoire. Ils savent que la brousse les attend. Les crocs et les cris de la bête les attendent. Les anciens les rassurent. C'est le moment de la peur. Il faut surmonter la peur pour avoir du courage. Cela, seuls les grands chasseurs savent le faire. Et voici les chasseurs qui sortent du monde des vivants et entrent dans le territoire de la bête. Ils pensent, elle nous voit, nous, on ne la voit pas. Elle nous entend, nous, on ne l'entend pas. Elle nous sent, nous, on ne la sent pas. Et la grande chasse commence. Voilà ce que l'on pourrait comprendre symboliquement devant le spectacle du football. Selon l'anthropologue anglais Desmond Morris, il ne serait rien d'autre qu'une chasse primitive déguisée. Superficiellement, les joueurs semblent se livrer bataille, mais ce n'est qu'une illusion. En réalité, ils ne cherchent pas à se détruire mutuellement et les arbitres sont là pour les en empêcher.
Les joueurs cherchent surtout à dépasser leurs adversaires pour être les premiers à perpétrer le meurtre symbolique en tirant dans la gueule des buts. Le match serait une chasse réciproque dans laquelle les deux équipes jouent un double rôle. En tant que défenseurs, ils sont une ressource de la proie, une série de difficultés accumulées sur la route des chasseurs. Et en tant qu'attaquants, ils deviennent chasseurs à leur tour, lancés à l'assaut de la proie fuyante de leurs adversaires. Quant aux gardiens de but, ils représentent les griffes dont la proie assiégée bat l'air pour protéger sa surface vulnérable. Fatigués, les chasseurs se reposent un moment. La bête a déjoué les charmes et les maléfices. Elle a été plus forte que les chasseurs. Ils sont inquiets. N'ont-ils pas mécontenté la brousse? Les anciens disent, on a vu ses dents, on a vu les poils de ses pattes. Que ceux qui n'ont pas de courage retournent au village avec les femmes. Reprenez vos armes, reprenez votre place de garçon. Oh les chasseurs, retournez sur la piste. Tous les sports offrent de semblables analogies. Mais la seule explication possible de la suprématie du football, selon Desmond Morris, c'est qu'il conserve tous les éléments symboliques de la chasse primitive. La stratégie débattue avant et la tactique utilisée pendant. La coopération active entre les participants indispensable pour la réussite du meurtre. La forme physique et l'énergie nécessaires à de si longues poursuites. La force qu'il faut pour échapper aux embûches et la concentration permettant de percevoir une situation sans cesse changeante. Le danger, le risque de se faire blesser gravement. L'adresse à chaque instant et la maîtrise de ses armes. Beaucoup de sang-froid et de bravoure dans les moments de grande tension. Et surtout, chaque joueur doit être doué d'un regard infaillible et de la capacité de viser avec précision au moment clé. Et voici le moment où l'animal traqué fait face. Alors, le plus grand des grands chasseurs s'avance. Il choisit sa meilleure flèche et la montre à la brousse. Bête, maintenant, il faut mourir. Plus tard, les bergers délivrés racontent le nouvel exploit des chasseurs de village en village. Partout, ils répandent les louanges de Platini, de Giresse, de Tigana. Depuis le soleil levant jusqu'au soleil couchant, où de jeunes garçons rêvent de partir un jour à leur tour pour la grande chasse. Partis pour un reportage ordinaire, Christian Wessenborn et Michael Wulfes ont vécu un an de l'intérieur, au jour le jour, une crise unique et dont personne ne pouvait soupçonner la fin. Oui, au début, il s'agissait d'une idée de Uli Hoeneß. Il avait vu un autre film que nous avions fait à eux, La pelouse de leurs rêves. C'était un film qui suivait pendant 5 ans l'évolution du voleur. Le film lui avait beaucoup plu. Et il nous a demandé si on ne pouvait pas tourner quelque chose avec Paul et lui. L'idée s'est concrétisée quand... Hier, Paul est venu de Brunswick. On est allé au sauna et, devant une bière de Bavière, une bonne bière blanche, on s'est juré de devenir champion d'Allemagne. Et on a pensé que ça pouvait faire le début d'un film. On a demandé à Paul son avis et, comme il était d'accord, on a commencé immédiatement. À ce moment-là, vous n'aviez aucune idée de ce qui allait se passer. Non, bien sûr, on ne le savait pas. C'est la nature même de notre travail que d'avoir un sujet et de peser les chances de voir des événements se produire pendant la période de préparation. Mais après coup, nous avons tous reconnu que même si nous nous sommes donné beaucoup de mal, nous avons eu aussi beaucoup de chance parce qu'en fait, presque tous les événements dramatiques qui pouvaient se passer dans un film sur la Bundesliga et dans la vie de deux sportifs professionnels ont effectivement eu lieu. Acteur numéro 1 du drame qui va se nouer, joueur de génie numéro 8 sur le terrain, l'intelligent rebelle du foot germanique, Paul Breitner, a toujours été un attaquant hors norme. Sie sehen jetzt die Profis
Vous allez voir maintenant les pros, deux types qui croient tout savoir sur le football et qui croient pouvoir le pratiquer comme ça n'est plus possible. Non, je voulais dire tout à fait autre chose. Vous allez voir maintenant les pros, avec Uli Hoeneß et Paul Breitner dans les rôles principaux. Attends. Genau, machen wir es anders. Oui, on recommence. Sie sehen jetzt die Profis. Vous allez voir maintenant les pros, Aus dem Jahr 1979. un film de 1979 Über den Fußball. Mit sur le football et autour du football. der heute mehr Un film denn qui est je aujourd'hui plus actuel que jamais. Der Film spielt in der Phase, in der Ce film a été tourné au moment où le foot est entré définitivement dans le monde des affaires, zum du Teil show des business Showbusiness zum et Entertainment des gemacht. variétés. Früher gab es immer diesen blöden Spruch, 11 Freunde Autrefois, il y avait müssen ce drôle de dicton, il faut 11 amis. sein. War die Situation Et tout à da, coup, la situation a dass changé. nicht mehr die 11 Freunde des La chose la plus importante, ce n'était plus les 11 amis, mais les chiffres, les recettes, les droits de diffusion télé, les rentrées publicitaires ou les recettes diverses. La rentabilité était devenue le mot à la mode, la seule chose importante pour le football. Wie Sie gestottert haben, das müssen Sie sich mal vorführen lassen, wie Sie gestottert haben. Im Fernsehen. No? Im zweiten Programm, wie Sie noch gesagt haben, jetzt red ich und so weiter. Wie Sie es da benommen haben, was meinst du, die ganze Nation hat mir zugeguckt. In Österreich wird es gefühlt und so weiter. Natürlich habe ich mir zugeguckt, nicht? Natürlich habe ich mir zugeguckt, ist ja klar. Nicht? Jetzt kommen wir wieder auf die Breiten, nicht? Von 2 Millionen verkaufen, das ist Mafia. Dann gingen die Preise hoch, gell? Dann sind die Leute verkauft, ruckzuck und so weiter. Nicht? Richtig ist es, dass er einen Arsch voll geschlagen kriegt. Mich hat es gefreut, dass er verloren hat. Nicht wahr? Und Sie waren derjenige, der die Tore reingelassen hat. Nicht? Sie. Nicht? Wie auf der Seife haben Sie gestanden. Hören Sie auf. Herr Meier, Sie sind zu alt, sehen Sie, bis Ihr Aare, bis das in die Fußspitze kommt und Sie heben sich hoch, ist der Ball drin. Sie können aufhören, Herr Meier, ich sag's Ihnen. Ja, Mann. Und ich stehe Sie auch keine Nationalmannschaft mehr neu stellen. Die ganze Alte käme raus. Euer Rummenigge kann ja schon nicht mehr laufen, weil er bei euch Alte das Laufen verlernt hat. Nicht? Der kann ja schon nicht mehr laufen, aber der macht es schon genauso langsam wie ihr da hinten rum. Und dann noch groß gegriffen, die Jugend verdient zu viel. Wie viel verdienen Sie dann? Nicht? Ich verdiene zu wenig. Sie müssen sachlich bleiben, Herr Meier. Sie müssen sachlich bleiben. Sie verdienen genug, nicht wahr? Und lassen die anderen auch verdienen. Es ist ja sowieso nichts anderes mehr als Mafia in dem Fußball. Ja. Angefangen von dem Dings, nicht wahr? Wie der Breitner mit 2 Millionen verkauft war, der ist nüber nach Dings, nicht? Fußballsaison 1900. Le championnat allemand 1978-79, l'année qui suit l'échec en Coupe du Monde. Fin juin, le club de Munich, le FC Bayern, se prépare pour la nouvelle saison. Après 4 ans de séparation, deux amis, Paul Breitner et Uli Hoeneß, nés en 1953, jouent à nouveau au sein du club dans lequel a débuté, il y a 9 ans, leur brillante carrière internationale. Avec l'équipe de Bavière, ils ont été champions d'Allemagne et à plusieurs reprises champions d'Europe. Et avec l'équipe nationale, ils ont été champions d'Europe et champions du monde. Leur club, qui compte des joueurs aussi connus que Gerd Müller, Sepp Maier, Rummenigge et Schwarzenbeck, est entraîné depuis 9 mois par Julas Laurent et son assistant Paul Czernay. L'équipe a investi 2,5 millions de marques pour acheter de nouveaux joueurs et doit donc faire ses preuves cette année. Comme chaque année, la nouvelle équipe et son sponsor sont présentés à la presse au début de la saison. Quelques semaines plus tard, l'équipe partira en entraînement intensif dans le Mittelwald pour préparer le championnat allemand qui commence début août. Nous n'avons qu'un seul but, gagner le championnat allemand.
On ne peut se permettre autre chose. Je pense que l'année prochaine, certaines choses auront changé. La photo traditionnelle, le nom sera le même. Les joueurs seront probablement les mêmes, mais il faudra qu'il y ait de nouveaux trophées. Man hat seine Trainingseinheiten. Man sieht, On est à l'entraînement. Mannschaft sich ähnlich quält. On voit bien que toute l'équipe se torture, que chacun se fait très mal. Mais on a suffisamment de temps pour arriver à la meilleure condition physique. Mais la grande difficulté, c'est de parvenir à la meilleure maîtrise du jeu possible. Parce qu'avec toutes ces unités d'entraînement, on prend un peu de distance sur le plan technique. Comme on insiste beaucoup sur la force, on perd un peu de mobilité. On devient un peu maladroit avec le ballon. C'est vraiment le cas pour moi quand je fais de l'entraînement physique pendant 3, 4, 5 ou 6 semaines. Mon corps est alors en pleine forme, mais il me faut 2 ou 3 semaines pour retrouver le sens du jeu. J'ai besoin de beaucoup de matchs, de beaucoup de contacts avec le ballon, alors qu'ici, nous n'en avons que très peu pendant toute la préparation. Il arrive toujours un moment où on n'a plus grand-chose à se dire. Non pas dans ces relations à deux qui existent dans les 10 ou 12 chambres, mais au sein de l'équipe. L'équipe s'ennuie. Il ne se passe plus rien de nouveau, plus de nouvel élan. Alors le succès ou l'échec sont faciles à prévoir, comme pendant la dernière Coupe du Monde. Des conflits apparaissent qui deviennent néfastes pour les matchs et que l'on pourrait éviter si on ne fermait pas les gens. Est-ce que l'agressivité qui pourrait éclater en cas d'échec n'existe pas déjà sous forme latente? C'est clair qu'il y a de l'agressivité. Et c'est un bon signe parce que l'année dernière, il n'y en avait pratiquement pas. Et on s'est retrouvé 12e. Si ça ne marche pas, on aura sûrement des problèmes. Ça, on peut le dire avec certitude. Dans le Mittenwald, j'ai eu dès les premiers jours de violents conflits avec notre entraîneur Laurent. Et c'est cette première grande engueulade qui a donné le ton pour toute la saison. Un conflit uniquement parce que j'ai compris dès les premiers matchs qu'il n'avait pas les compétences nécessaires pour diriger le FC Bayern au sein de la Bundesliga, le championnat allemand, et l'emmener au succès. Ainsi vit l'équipe, sur un rythme quotidien régulier, réparti entre le sommeil, l'entraînement et la véritable occupation majeure, les jeux de cartes. Und ich muss doch schlecht, das muss ich da reinschmieren, soll ich das auch nachher verlieren? Er ist ja rausgemacht. Da müsst ihr die übernehmen. Soll ich mein Herz auch wegschmeißen? Das ist dann nachher blöd. Ich muss leider noch mal telefonieren gehen. So können wir das so schauen. Warte mal, das reicht dann mit einer Scheibe telefonieren. Es klingt vielleicht blöd, aber der Uli und ich, wir haben oft den Eindruck eines alten Ehepaars gemacht. Ça peut paraître bizarre, mais Uli et moi, nous avons souvent tous les symptômes d'un vieux couple. Par exemple, quand l'un des deux pense ou dit quelque chose et l'autre répond « Dis donc, c'est justement ce que je voulais dire ». C'est comme ça quand tu passes des années avec quelqu'un et que tu l'entends toujours réagir de la même façon au téléphone.
Alors parfois, quand un inconnu appelle, tu réagis exactement comme l'autre et tu sais exactement ce qu'il penserait, dirait au même moment, ce qu'il répondrait dans telle ou telle situation. Il nous est arrivé souvent de nous prendre la tête et de nous dire « Mon Dieu, ça va trop loin, c'est pas possible ». Mais c'est comme ça et en fait, c'est plutôt normal. De 70 à 74, avec Uli qu'avec ma femme. Parce qu'à cette époque-là, on jouait à l'extérieur au moins 4 jours par semaine, parfois 5 ou 6. On faisait 110 matchs par an. Donc on était toujours en déplacement. Et il suffit de faire le calcul pour voir qu'on passe en fait bien plus de temps avec le partenaire qui est dans la même chambre que vous qu'à la maison avec sa famille. Okay. So. Il s'agit d'une blessure musculaire provoquée par le coup de pied d'un adversaire. Un crampon a réussi à transpercer le protège tibia avec une forte violence et à pénétrer profondément dans le muscle. C'est ce qui a causé une plaie profonde, accompagnée d'une réaction inflammatoire importante. Nous soignons cette blessure par voie médicamenteuse et par des pansements de pommade. J'espère que Paul sera en mesure de jouer samedi. Ce n'est certainement pas essentiel de développer toute une technique pour savoir comment sauter, pour éviter un coup ou une blessure. Ce sont des choses que l'expérience doit apporter. Savoir comment bouger en fonction de telle ou telle balle, savoir s'il faut plonger dans telle ou telle bagarre. On finit par obtenir du flair pour la distance, pour le timing à donner au ballon, pour savoir si on va arriver jusqu'à lui ou s'il vaut mieux s'abstenir. Ce sont des choses qu'on s'approprie en 3, 4 ou 5 ans. Encore que bien sûr, l'expérience ne permet pas d'éviter les coups de pied donnés exprès quand quelqu'un vous en veut et qu'il se dit « Ok, celui-là je vais me le faire ». Ça c'est impossible à éviter. Au bout de quelques matchs, Eunès a compris la façon dont l'entraîneur a l'intention de l'utiliser dans les futures rencontres. Pas du tout, ou juste quelques minutes. Les Bavarois ont commencé la saison avec des performances inégales. Ils ont gagné haut la main les matchs à domicile contre Duisbourg et Francfort, mais ils ont perdu les matchs à l'extérieur contre Dortmund et Schalke. Le système de défense mis au point par Laurent, un mélange entre un quadrillage de terrain et un marquage individuel, devient l'objet d'attaques répétées, ainsi que la façon qu'a l'entraîneur de critiquer ses joueurs en public. Le mardi 19 septembre, la saison semble débuter une deuxième fois pour Uli Eunès. Le manager du club de Hambourg, Günter Netzer, arrange un transfert éclair pour son club et 2 jours plus tard,
Eunès s'entraîne dans la ville hanséatique sous la direction de Čebek. Le jeudi soir, le médecin du club, le Dr Mann, examine l'aptitude physique de Eunès. Pour éviter que les Hambourgeois ne dépensent avec son assentiment une fortune pour un invalide, le médecin demande l'accord de Eunès pour une arthroscopie, un examen du genou sous anesthésie générale. Vous vous rendez à l'émission Le Journal du Sport et on dit que vous allez faire quelques révélations sur les événements de Hambourg. Bien sûr. Voilà maintenant 2 jours que tout ça est arrivé. J'ai lu beaucoup d'articles de journaux. J'ai constaté que la partie adverse défend son point de vue de façon peu objective. Je voudrais essayer de parler de cette affaire objectivement. Et j'ai apporté un beau petit truc. Je me suis fait prêter un arthroscope. Et je vais montrer aujourd'hui à quelques millions de téléspectateurs ce qu'on voulait me faire, à moi, une personne dont le genou ne présente actuellement aucun symptôme. On voulait y planter des trucs qui ne sont pas franchement drôles. Quand on pense que cet appareil, ce serait retrouvé dans mon genou, dans l'articulation, juste pour la grande joie du Dr Mann. Et je me demande si après cette démonstration, les gens ne trouveront pas que j'ai pris la bonne décision en tirant les conséquences et en repartant immédiatement pour Munich. Premièrement, ça peut provoquer une infection. Deuxièmement, le genou peut être abîmé. Et troisièmement, et c'est à mon avis la chose essentielle, tous les médecins disent que mettre ça dans un genou, qui, même selon le Dr Mann, ne présente aucune irritation, est un acte irresponsable. À Munich, il y a même un médecin qui parle de faute professionnelle. Et maintenant, quand M. Netzer se dit très déçu par mon attitude, je ne peux que lui répondre, actuellement, il est le seul à être déçu. Mais s'il m'arrivait quelque chose, c'est ma famille qui en souffrirait. Alors dites-moi, qu'est-ce qui est plus important? Quand il se produit des choses pareilles au foot, quand Gunther dit, en tant que professionnel, Uli doit accepter ça, alors il n'y a plus qu'une réponse pour moi. Je ne veux plus être professionnel, et j'arrête de jouer au foot. Paul, vous avez l'impression que Uli s'est bien défendu aujourd'hui? Je ne l'ai encore jamais vu aussi bon. Je reproche toujours à Uli de parler pour ne rien dire. Parce qu'il est un grand tacticien et qu'il ne veut faire de mal à personne. Du coup, souvent, il n'en dit pas assez. Mais je dois avouer que ce qu'il nous a fait aujourd'hui, c'était unique. Je ne l'ai encore jamais vu aussi bon. Génial, vraiment. Mais rien ne change pour Uli Eunès. L'entraîneur oublie ses promesses et la semaine suivante, lors du match à domicile contre Borussia Mönchengladbach, Uli retrouve sa place habituelle, le banc de touche. Cet après-midi-là, les Bavarois gagnent par 3-1. Après 7 matchs, avec 5 victoires et 2 défaites, ils grimpent pour la première et unique fois de la saison à la tête de la Bundesliga. Le buteur bavarois Gerd Müller se retrouve avec 6 buts, en tête du classement des meilleurs buteurs. Et il proclame joyeusement « Le football me procure actuellement un énorme plaisir ». Mais il n'en va pas de même pour Uli Eunès, car sa vie de remplaçant lui use les nerfs et lui fait perdre peu à peu confiance en ses propres capacités. Il sait bien que ses chances d'entrer sur le terrain diminuent avec chaque victoire des Bavarois. Et c'est donc avec des sentiments mitigés que l'ancien gagneur regarde le triomphe de son équipe. Le 21 octobre, lors du match de championnat à l'extérieur contre Stuttgart, la querelle avec l'entraîneur atteint son comble. À Stuttgart, à la mi-temps, le score était de 0 partout. Et vers la 60e minute, on a encaissé un but. Et comme ce match avait pour les semaines suivantes une énorme importance pour notre classement, je trouvais qu'on avait absolument besoin d'un autre attaquant pour essayer d'égaliser.
C'est ce que j'ai essayé de faire comprendre clairement à M. Laurent, qui ne réagissait pas. Le problème, c'était que le seul attaquant assis ce jour-là sur le banc de touche, c'était Uli. Comme je n'ai vu personne d'autre sur le banc avec qui faire un remplacement, c'est lui que j'ai réclamé. Et je lui ai crié de faire entrer Uli. Il ne s'est rien passé. Nous avons même encaissé, un quart d'heure plus tard, un deuxième but. Et là encore, il n'a rien fait. À ce moment-là, j'ai crié parce que j'étais furieux et surtout excité parce qu'on allait perdre le match et des points. J'ai crié comme un fou et lui m'a répondu « Toi, espèce d'idiot, fous le camp, je sais ce que je fais ». J'ai hurlé « Mais fais donc entrer Uli, espèce d'imbécile !» La première fois, j'ai juste crié « Uli, Uli, Uli » pour lui faire comprendre qu'il devait faire entrer Uli. Et quand il m'a envoyé promener et qu'il m'a menacé du poing, j'ai encore crié une deuxième fois « Uli, Uli, Uli » Et il a encore menacé du poing et gesticulé comme un singe. Alors j'ai crié « Mais tu ne comprends pas que tu dois faire entrer Uli, espèce d'imbécile » Apparemment, il pensait qu'il n'était nécessaire de le faire entrer qu'en cas de prolongation. Mais au bout de 2 ou 3 minutes, il s'est passé quelque chose. De notre côté, il y a un joueur qui se lève pour s'échauffer. Je regarde, et je vois que c'est un défenseur. Alors pour moi, ça c'était le comble. Que mené par 2-0 à 10 minutes de la fin, ne fasse pas entrer un attaquant mais un défenseur, pour moi c'était tellement choquant. Qu'on puisse faire ça en étant entraîneur de la Bundesliga. C'est un comportement tactique que même le plus primaire des entraîneurs d'une équipe de 3e division en pleine cambrousse ne pourrait pas se permettre. Le 1er novembre, la saison démarre une 3e fois pour Hoeneß, et cette fois semble-t-il de manière définitive. Il doit aider l'équipe de Nuremberg en mauvaise posture à se maintenir en 1re division. Uli, c'est un nouveau départ. Ces derniers jours, votre carrière de footballeur a connu un tournant décisif. Oui, c'est exact. Vous pouvez raconter pourquoi ce transfert a eu lieu? Oui, après l'épisode de Hambourg, c'est vrai que j'étais plutôt choqué. Pendant quelque temps, je n'avais plus envie de rien faire. Et les histoires du FC Bayern, particulièrement avec M. Laurent, c'était vraiment l'escalade. Monsieur Laurent a commencé par ne plus lui parler pendant l'entraînement intensif. Et depuis, tout n'a fait qu'empirer. Pourquoi? Il ne nous l'a pas dit. Au début, c'était un homme très aimable. Et il faisait la cour à Uli. Vraiment, il lui courait après. Je me sens en bonne condition physique. J'ai subi l'examen médical d'hier, sans arthroscopie. Et maintenant, tout va bien aller. J'ai vraiment envie de jouer, mais la question, c'est de savoir si je ne manque pas de pratique pour tenir 90 minutes. Enfin, j'espère que ça ira bien et dans quelques semaines, je crois que je serai en pleine forme. L'enthousiasme du public est phénoménal. C'est la première fois depuis longtemps que le stade est plein. 58 000 spectateurs contre Schalke. Et si je joue comme les gens l'espèrent, ça pourrait donner quelque chose de sympathique. Wenn Uli Hoeneß halten wir einen Klassenerhalt. Unbedingt. Die Fans mögen ihn. Sowieso, Glaubst du, dass sich der Uli hier wohlfühlen kann in Nürnberg? Aber hundertprozentig. Wer kann sich als Fußball in Nürnberg nicht wohlfühlen? Ne? Beim Rekordmeister, wollen wir mal so sagen. Ne? Ne?
À Noël, Robert Gebhardt, surnommé Zapf, un dynamique entraîneur de la vieille école, a pris le commandement à Nuremberg. Avec lui, le club menacé fête ses premiers succès. Beaucoup de gens disent que la star lyonnaise est sur le déclin. Qu'en pensez-vous? Je ne le crois pas. Avec l'état d'esprit dans lequel il est, nous perdrons bientôt Uli. Ce sera regrettable, mais je crois que Uli Hoeneß retournera à Munich et que le FC Bayern le récupérera dès que l'entraîneur Laurent ne sera plus là. La première partie de cette prophétie se réalise peu de temps plus tard. Le 12 décembre, c'est sans grande surprise que s'achève l'ère de Laurent, l'entraîneur lunatique. Un ménisque opportunément coincé l'envoie d'abord en arrêt maladie, mais tout le monde comprend que c'en est fini de Laurent au FC Bayern. Une effroyable défaite par 7-1 contre Fortuna Düsseldorf est l'ultime déclencheur. Mal conseillé tactiquement et énervé par ces querelles permanentes, les Munichois semblent encaisser but sur but sans opposer la moindre résistance. La tentative de contrer l'attaque des dynamiques joueurs de Düsseldorf par une variante tactique, le hors-jeu, est un nouvel échec. Plus tard, quelques critiques prétendront que les Bavarois ont perdu volontairement sur un tel score pour se débarrasser de cet entraîneur détesté. Mais les joueurs réfutent énergiquement cet argument. Les Bavarois, désécurisés et dressés les uns contre les autres, ont perdu leur solidarité et leur énergie. La décomposition de l'équipe est l'aboutissement logique d'une évolution commencée dès l'entraînement dans le Mittenwald. Après la débâcle, Gyula Laurent donne pour la dernière fois une interview en tant qu'entraîneur des Bavarois. Die Spieler haben auf Abseits gespielt, Abseitsfoul gespielt, die verstehen das nicht. Das würde ich auch sagen, das Nicht-Funktionieren der Abseitsfalle. Ich habe schon verboten ein paar Mal, nicht auf Abseits und die Spieler nicht auf Abseits spielen, die verstehen nicht. Aber wissen Sie, wie ist ein Spiel? Ist ein Spielrausch drin, man kann die nicht mehr zurückhalten. Das war für uns genauso überraschend, da wie der Präsident da in das Zimmer reingekommen ist, Besprechungszimmer, und hat gesagt, dass Herr Lorenz sich Meniskus operieren lassen muss, war für uns genauso überraschend. Und für unseren neuen Trainer Paul Czerny war es auch überraschend, der war auch ganz überrascht, dass er jetzt das Amt übernehmen muss. Sie können sich vorstellen, im Fußball, das ist ein paramilitärisches Milieu, dass da der direkte Vorgesetzte eine ganz andere Möglichkeit hat, auf seinen Untergebenen einzuwirken. Das war das Schlechteste, was ich gemacht habe. Das Allerschlechteste, wenn man einen Trainer so empfangen hat, als mit die Mannschaft geht. Ja, und das wie die Mafia, ne? Das war das Schlechteste. Naja, wo hat es gelegen in der letzten Zeit, dass beim FC Bayern nichts lief? Am Breitner. Nur am Breitner. Das dürfte mit Abstand der Hauptstängerer sein. Herr Meier. Herr Meier. Bitte bleibt er links draußen bleiben. Und auslaufen und langsam weiter. Votre ami Uli dit qu'il se verrait bien devenir manager d'un club de foot. Croyez-vous que vous resterez dans le monde du sport? Nein, das kann ich mir schwer vorstellen. Non, Ich kann mir je l'imagine mal. viel schwerer vorstellen, Mais j'imagine encore plus mal Uli comme manager d'un club de foot. Fußballverein zu sehen, denn dazu ist das Betätigung Parce que c'est une occupation trop restreinte pour lui. der Uli ist zu
Größerem in der Lage. Uli peut faire beaucoup mieux. Das wäre sicherlich schade den Uli, wenn sich irgendwo... Ce serait vraiment dommage pour Uli s'il s'asseyait derrière le bureau d'un club. Ich glaube, Ce serait ridicule et je crois que s'il est sincère, ce n'est pas ce qu'il veut. wird sicher mal irgendwie was im Management Il sera certainement un jour dans le management, mais pas au FC Bayern ou dans un autre. Non, ça je ne le crois pas. Das scheint mir das Wichtigste zu sein. Il me semble que le plus important, Auch nachher. c'est de parvenir plus tard à garder une personnalité sans avoir besoin de succès chaque week-end sur le terrain de foot. J'espère y parvenir, mais je ne sais pas encore si je réussirai. Mais la victoire contre Stuttgart change peu de choses à la situation désespérée du club de Nuremberg. À la mi-février, le président du FC Bayern, Neudecker, propose à Uli Hoeneß de devenir manager du club dès la saison suivante. Hoeneß accepte sans hésitation, mais continue à jouer au FC Nuremberg. Les conflits qui s'ensuivent provoquent la rupture 6 semaines plus tard. Hoeneß rentre à Munich. 22 mars 1979, fin de la carrière de footballeur de Uli Hoeneß. Es war mir ein großes Bedürfnis, diesen Abend zu machen. Il fallait absolument que j'organise cette soirée, Und das Fußball parce que je crois immer mehr in eine Richtung que le football s'engage de plus en plus sur la voie du professionnalisme, Professionalismus, in eine Richtung, wo die sur une voie où les relations humaines immer kleiner geschrieben werden, jouent un rôle de moins en moins important, tandis que l'argent
et le profit jouent un rôle sans cesse croissant. Je suis au début d'une nouvelle phase de ma vie. Et beaucoup de choses vont certainement changer pour moi. Je vais bien entendu essayer de voir d'abord le club en fonction des intérêts de mon futur employeur. Mais je vais aussi essayer de placer l'aspect humain au tout premier plan. Le 21 mars, le monde du football n'est pas le seul à être en émoi. Der Präsident des Fußballclubs FC Bayern München, Wilhelm Neudecker, ist zurückgetreten. Zunächst zur Verschwörung von München. Der Anführer sitzt hinter mir. Wilhelm Neudecker schockte heute den FC Bayern München mit seinem Rücktritt als Antwort auf die Entscheidung der Mannschaft, keinen Trainer zu Dass Fußballspieler ihren Vereinspräsidenten stürzen, das ist schon was, das ist nämlich noch nie vorgekommen in der Bundesliga. Deshalb dieses Thema am Anfang, danach... Es wurde hier ein Kommuniqué herausgegeben, das besagt, dass der Präsident Wilhelm Neudecker sofort zurücktritt. Nachdem ich am Montag früh zu dem Beschluss gekommen bin, zurückzutreten, habe ich auch meiner Frau gesagt, Mutti, ich trete zurück und werde nicht mehr kandidieren. Neudecker wollte Max Merkel verpflichten. Der Österreicher gilt als Peitschenschwinger und ist auch außerhalb der Fußballarenen durch seine scharfe Zunge bekannt. Dagegen nun standen die Spieler, immer angeführt von Sepp Maier, auf. Mit 16:0 stimmten sie gegen das Engagement Merkels. Und dann geschah das Ungewöhnliche. Der Präsident Neudecker gab erst Merkel wieder auf und erklärte heute Morgen sogar seinen Rücktritt. Es könne nicht geduldet werden, dass Fußballspieler so in die Vereinsführung hineinregierten. Bayern-Spieler stürzen Präsidenten, so lauten die Meldungen. Herr Maier, war das nun so eine Art Befreiungsschlag? Unser Wunsch war es nicht, dass Herr Neudecker darauf kommt in die Mannschaftssitzung und seinen Rücktritt erklärt, sondern wir wollten vom Herrn Neudecker ganz klare Worte hören, warum er das getan hat und warum er sich nicht diese Woche noch länger Zeit gelassen hat, um die Mannschaft noch einmal eine Chance zu geben, um diese 14-0-Debakel wieder wettmachen zu lassen. Sie was wollten, danach, Herr Maier, wenn ich jetzt mal unterbrechen darf. Bitte, Ja. nein, ich spreche ich. Ja. Was danach geschehen wäre, nach dem 24. April, das wäre dann die Entscheidung gewesen von Herrn Neudecker und da hätten diese Spieler überhaupt nichts dazu sagen können. Auch ich nicht als Kapitän. Ich bin kein Anarchist, wie man mich betitelt hat. Das hat Herr Neudecker so gesagt. Ja, eben, ich bin nur der Mannschaftssprecher vom FC Bayern und was mir die Spieler zutragen, ist meine Pflicht, dass ich das an Herrn Präsidenten mitteile. Vous ne croyez pas que toute cette histoire commence à dépasser Sepp Maier? Je ne le crois pas. Nous sommes plus que jamais solidaires avec lui. Et nous le soutiendrons pleinement dans les jours qui viennent. Car il n'est pas dans notre intérêt que samedi, Sepp soit diminué et à bout de nerfs. Nous essayons déjà depuis hier de réconforter Sepp, de le calmer, et nous y parviendrons sûrement. Une bonne partie de l'opinion publique ne suit pas les joueurs dans leur combat pour le droit à la parole. Le samedi suivant, un match à l'extérieur contre Mönchengladbach doit leur permettre de démontrer que leur nouvelle voie est la bonne. Nous devions jouer contre tout le monde. Et j'avais l'impression qu'on nous souhaitait le pire parce que nous avions fait quelque chose qui ne s'était encore jamais fait dans le football allemand. Se révolter contre un entraîneur, par conséquent contre un président. Dans le contexte allemand, il s'agit d'une voie révolutionnaire. Et ça, c'est quelque chose qu'en général, les Allemands n'acceptent pas. Et surtout pas de la part des footballeurs au salaire élevé. Ils n'ont pas le droit d'ouvrir la bouche, ni de dire leur opinion. Ce que nous voulions avant tout, c'était ouvrir une voie et trouver pour l'avenir une nouvelle façon de vivre en équipe, de s'entraîner, de jouer au football. Si une chose similaire se passait autre part dans la Bundesliga, ça déclencherait certainement un mouvement décisif au sein du football professionnel.
Mais si nous restons un exemple unique et sans suite, si rien ne se passe dans les semaines, les mois et les années à venir, alors je pense que nous, les professionnels du football, nous aurons raté une occasion de changer quelque chose et que nous n'aurions pas dû rater cette occasion. Sepp Maier 7:1 in Gladbach. Wie konnte denn sowas jetzt passieren nach den ganzen Aufregungen? Das ist mir selbst ein Wunder, aber Wunder gibt es immer wieder. Und nicht nur der Wille einer Mannschaft kommt Berge versetzt, sondern auch mit dem Gladbach kann man versetzen. Ich kann nur eins sagen, wenn man das vergleicht mit unseren Europapokalsiegen, dann war die innere Freude ganz bestimmt heute größer, als ich das jemals bei den Europapokalspielen erlebt habe. Wir haben uns nach dem Spiel in der Kabine spontan entschlossen, dass wir heute noch einen saufen gehen. Und das ist das erste Mal in der, glaube ich, 75-jährigen Geschichte des FC Bayern, dass eine Mannschaft nach dem Spiel saufen geht. Das hat es nämlich nicht einmal nach Europapokalsiegen gegeben, so wie es der Jupp jetzt gesagt hat. Und das lag bestimmt nicht an der Mannschaft. Was hat das jetzt konkret für Folgen, so ein toller Sieg? Das hat die Folgen, dass wir einem gewissen Herrn gezeigt haben, dass es auch ohne Diktatur geht, dass es auch ohne das geht, dass man die Spieler nur als Idioten behandelt. Was sich heute bei uns abgespielt hat, ist, wie ich schon eben sagte, das kann man nicht sagen wir, materiell irgendwie motivieren, sondern das ist eine spontane Reaktion der Mannschaft gewesen, die heute hier einen Abschluss gefunden hat. 4 fois par an, Paul Breitner, membre du conseil d'administration et meneur de jeu du club d'Andrea, retrouve ses amis pour un match de foot un peu particulier. Ce sont tous des gens qui me connaissent depuis 10 ou 15 ans et qui ne se sont pas laissés influencer par ce que l'on a dit et écrit à mon propos. C'est très important pour moi que nous nous rencontrions à Saalbach ou autre part pour passer une journée ensemble. En fait, c'est avec ces gens-là qu'on peut oublier tout ce qui vous environne le reste de l'année. Et puis, il faut avouer que c'est une tentative pour maintenir ce qui existait il y a une dizaine d'années. C'est une échappée pour retrouver l'atmosphère d'autrefois qui a disparu. Et c'est une sorte de compensation pour les mois et les mois de travail et d'efforts comme footballeur. Je me suis fabriqué de façon très consciente un deuxième mois en me disant dès le départ, tout peut arriver sauf une chose. Je ne veux pas qu'on me récupère. Et je ne veux pas être le gentil garçon de service. Non, je me fiche d'eux et je vais le leur montrer. Car de toute façon, on ne vaut quelque chose qu'à la condition d'être performant. Si je suis performant, je n'ai besoin de personne pour parler à ma place. C'est à cause de ce look, de cette seconde personnalité qu'on a cru que j'étais quelqu'un qui prenait des positions politiques en public. Ce que j'ai fait, c'était pour moi la seule voie. Et je l'ai suivi en toute conscience. Et aujourd'hui, après 3 ans en Espagne, 1 an à Braunschweig et cette dernière année à Munich, je me dis que ça valait vraiment le coup. Parce qu'on ne peut toujours pas me récupérer. Pas davantage maintenant qu'il y a 8 ou 9 ans. Et dans 2 ou 3 ans, on ne pourra toujours pas le faire. Quand je ferme la porte de la maison derrière moi, je suis le même que celui qui est ici maintenant. Je suis à la maison celui que je veux être. J'y suis parvenu et j'en suis vraiment heureux. Pour moi, personnellement, ça suffisait. J'avais démontré que mon genou n'était pas démoli comme ça a été dit dans plusieurs articles. Il y avait 2 aspects au problème que posait Nuremberg quand j'ai décidé de devenir manager au FC Bayern. L'espoir d'empêcher le déclassement était pratiquement nul, et s'il y avait eu la moindre chance d'empêcher le déclassement, j'aurais joué certainement jusqu'à la fin de mon contrat. 2 juin 1979. Après des semaines d'incertitude,
Uli Hoeneß prend plus tôt que prévu ses fonctions de manager du FC Bayern. Lors du match contre Fortuna Düsseldorf, dont le résultat nul de 1-1 a permis aux Munichois d'assurer leur participation en Coupe UEFA, il se retrouve à côté de l'entraîneur Czernay sur ce banc qu'il ne connaît que trop bien. Il s'emploie déjà à plein temps en préparatif de la saison prochaine. Sa première action spectaculaire est l'engagement de son frère Dieter, qui jusqu'à présent jouait comme attaquant au club de Stuttgart et qui, en peu de temps, est devenu un joueur de niveau national. Ce n'est pas sans quelque irritation que Hoeneß, l'ancien, observe le médecin du club en train d'examiner les aptitudes physiques de Hoeneß, le jeune. 9 juin 1979, dernière journée du championnat. Le classement général est déjà joué et les clubs relégables en deuxième division sont connus. 2 heures avant le match, l'équipe, l'entraîneur et le président du FC Bayern quittent un hôtel de Hambourg pour le stade du Volkspark où ils retrouvent la nouvelle équipe championne d'Allemagne, l'équipe de Hambourg, pour la dernière rencontre de la saison. Les Munichois se classent finalement à la 4e place du championnat. Ils n'ont perdu que 2 matchs sur 12 depuis le changement de président et ils ont réussi à assurer leur participation en Coupe UEFA. En l'espace d'une saison, le club... Le capitaine Gerd Müller n'en fait plus partie. Comme beaucoup de stars en fin de carrière, il joue chez les professionnels américains pour gagner gros une dernière fois. Quant aux 3 nouveaux, ils se sont bien intégrés. L'entraîneur Paul Czernay, calme et compétent, le président Willy Hoffmann, qui n'a rien du comportement autoritaire de son prédécesseur Neudecker, et le manager Uli Hoeneß, qui il n'y a pas si longtemps était un joueur plein d'espoir et d'ambition. Paul Breitner, lui, s'est imposé cette année comme l'incontestable meneur de jeu du FC Bayern. Après 33 matchs de championnat, un grand nombre de matchs de coupe et de rencontres privées, les Munichois, comme tous les joueurs de la Bundesliga, sont à bout de force. Nous vivons une époque dans laquelle l'équipe, les joueurs, ont de plus en plus le droit à la parole. Nous avons assisté à un nouveau phénomène. Une équipe persuadée de la justesse de ses revendications a le courage de les exprimer à haute voix. Ça ne s'est pas souvent produit par le passé. En tout cas, jamais au FC Bayern de Munich. Leckt mich doch am Arsch, wenn er schon winkt. Ich kann doch zum Oblak was sagen, oder? Kann ja zum Oblak gar nichts mehr sagen. Die kann doch Handbewegung machen, was ich will. Alleine! Bernd, Bernd, Bernd! Bernd! Oh. Das ist Bernd. Das ist Jange. Hey, Moment, wir wechseln! Bella, komm rein! Das ist einer der Höchste. So, bei Ihnen haben Sie auch nicht gewartet, dann lassen Sie fallen. Können wir jetzt wechseln? Okay. Okay. Das ist doch nix. Das sagt doch gar nichts, Mensch. Aha, Foul kann man nicht machen. Geh. Catch! Catch! Gerne! Gerne! Ah.
Kreisinger! Schön, Willi! Halle, wechsel mal, komm rüber! Oh. Leichter! Ja! Das gibt's ja nicht! Himmelarsch und Zwirn! Das ist ja unglaublich, Mensch! Alle beide springen, sonst ist gar nichts! Hey! Leck mir Mäusche! Also lächerlich! Hey! Jetzt kalt werden haben wir den noch. 10 Minuten. Hey, das war machermäßig. Paul, die Saison ist zu Ende. Paul, la saison est terminée. Alors, quelle est votre réaction? Ja, ich glaube, besser hätten wir nicht aufhören können. Je crois que nous ne pouvions pas mieux terminer. Ja, ich finde es eigentlich das größte. Et je trouve ça magnifique. C'est vraiment l'apogée de ces dernières 8, 9 ou 10 semaines. Parce que gagner ici par 2-1 après toutes ces fatigues, je crois que c'est vraiment une performance. Uli, qu'attendez-vous de la saison prochaine? On aimerait fêter la victoire, comme Hambourg cette année. Et vous, vos ambitions pour la saison prochaine? 4 places ou 3 places de mieux. Oui. Ok. Salut. Et cette relation entre toi et Uli, presque une relation de couple, comment a-t-elle évolué? Depuis 1983, elle n'existe plus. Nous nous sommes définitivement brouillés lors du voyage du FC Bayern pour mon dernier match. Il est inutile de raconter les raisons. Mais nous avons dû constater, j'ai dû constater, que l'avenir que nous voulions vivre ensemble au FC Bayern n'était plus possible.
On avait pensé que plutôt que de garder mon job tel qu'il était dès la fin de ma carrière, j'entrerais dans la présidence du FC Bayern et qu'au bout de 3, 4, 5 ou 6 ans, je passerai de vice-président à président. Mais plus ce changement, ce passage du terrain à la présidence approchait, plus nous nous sommes éloignés l'un de l'autre. Et aujourd'hui, le rôle du football dans ta vie? Je suis toujours actif. Je suis entraîneur de 2 équipes de jeunes, les C et les D, qui ont de 10 à 12 ans et de 12 à 14 ans. Et je vais avancer avec eux jusqu'à ce qu'ils passent en A, c'est-à-dire dans la catégorie des 16-18 ans. Et ce qui va se passer après, je ne le sais pas et ça ne m'intéresse pas. C'est trop loin.